C'est parti. Eh bien, nous voilà sur les réseaux pour parler d'une approche qui s'appelle l'énéagramme ce soir. Dans le cadre de ce séminaire sur la cohésion d'équipe, si vous êtes en replay, profitez de ça. Si vous êtes en direct, vous pouvez même poser des questions. Moi, je vais partager. Alors, attends, je vais partager pour vérifier que ça fonctionne. Me voilà en ligne. Du coup, je vais le partager sur ma propre page. Soirée cohésion. Ah non, soirée énéagramme, pardon. C'est la journée cohésion et la soirée énéagramme. Séminaire que nous faisons plusieurs fois par an, en ligne ou en salle. Le prochain, c'est à Pralot. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez envie de poser des questions, comme ça, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Voilà, comme ça, moi, je vous retrouve là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne ici, qui est sur Facebook? Oui. Et qui pourrait... Oui? Qui a un compte Facebook, qui pourrait surtout aller sur mon compte. Sinon, je te passe mon téléphone. Parce que ça permet comme ça à gens qui sont en ligne de pouvoir interagir avec nous s'ils le veulent. De répondre aux questions. Répondre aux questions, ouais. Tu veux que je me connecte? Et ben voilà. Sur votre nom? Sur Polo Pironnet. Mon compte Polo Pironnet, mais il faut que vous soyez... Voilà. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on y va. Alors, énéagramme. Qui parmi vous connaît pas du tout l'énéagramme? Ou peu, l'énéagramme? Très bien. Alors, c'est une science très ancienne. Vous savez que l'énéagramme, c'est un des plus vieux modèles qui décrivent la psyché humaine. On retrouve des traces de l'énéagramme, ça a plus de 5000 ans. Hein. Moi, je pense même que c'était plus ancien que ça. Mais on retrouve des traces très nettes de l'usage de l'énéagramme dans une des voies de l'islam qu'on appelle le soufisme, qui lui est beaucoup plus récent, puisque ça remonte à 1200, 1300 ans, je crois. Voilà. Et donc, quand vous entendrez parler d'énéagramme, énéagramme, ça veut dire aîné, ça vient de Énéade, série de 9, et grammos, ça veut dire point. En fait, c'est en 9 points. Alors, qu'est-ce que ça met en avant, cette approche? Ça met en avant, en fait, une cartographie, même un ensemble de cartographies qui permettent de mieux se connaître soi et aussi de mieux connaître le monde qui nous entoure. Et à travers ça, c'est pour ça qu'on parlait d'accompagnement dit psycho-spirituel, notamment dans les traditions d'où vient l'énéagramme. Psycho, parce qu'on comprend mieux comment fonctionne la psyché. Et vous allez voir qu'il y a des lois mathématiques qui structurent notre psychologie, c'est ce que je trouve génial dans cette approche. Et au-delà de la psychologie, la connaissance de soi, il y a la connaissance des autres. Et donc, du coup, ça nous invite aussi à un parcours d'évolution, on pourrait dire un peu spirituel. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement psycho-spirituel. Spirituel, ça renvoie à notre identité profonde, ou en tout cas à toutes les parties de notre personnalité, mais aussi de celle des autres, et la manière de pouvoir interagir de manière de plus en plus constructive avec l'environnement. Alors, on va y aller en plusieurs étapes ce soir. Je vais d'abord faire un tour des grands profils qui structurent l'énéagramme. Il y en a 9. Et pour comprendre comment ça marche, si vous avez envie de prendre des notes, moi je vous invite à faire un cercle comme ça. Et dans ce cercle, la première chose qu'on va dessiner, c'est un triangle. Voilà. Alors d'abord, le cercle, ça renvoie symboliquement à la notion d'harmonisation. Et vous allez voir qu'autour du cercle, on va mettre des profils que vous allez retrouver et auxquels vous allez appartenir plus ou moins fortement. On va voir que vous vivez en vous comme vous vivez dans un château, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, vous vivez dans quelques pièces, mais le château est bien plus riche que vous percevez. Et vous allez voir qu'il y a plein de dimensions en vous qui sont plus ou moins rayonnantes. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas rattaché à un profil, de mon point de vue, et c'est en tout cas l'usage que moi je fais de l'énéagramme, dans une dimension beaucoup plus holistique. Vous allez voir que vous brillez dans l'ensemble de ces profils. Mais c'est intéressant de voir l'ensemble de ces réalités qui sont un peu intérieures. Donc, pour découvrir ces réalités, on va utiliser des chiffres qui sont propres au profil. On va utiliser des chiffres. Pourquoi? Parce que même si tout à l'heure je vais vous donner les titres, le chiffre est moins enfermant entre guillemets que le titre. Donc on a coutume de mettre le 1 ici. Vous voyez, on a. Alors première chose, on dessine un cercle. D'abord, c'est la première chose. On dessine un cercle. Ensuite, dans le cercle, on va dessiner un triangle équilatéral, donc aux 3 côtés égaux. Et ensuite, chacun des tiers du cercle va être divisé en 2 parties. Voilà, ce qui va donner 3 fois 3, ça fait 9. Et on va avoir coutume de mettre le 1 ici, le 2 ici, le 3 ici, le 4 ici, le 5 ici, le 6 ici, le 7 ici, le 8 ici et le 9 ici. Donc chacun de ces chiffres renvoie, on pourrait dire, à une polarité de la personnalité.
Et effectivement, vous allez avoir des dominantes. Et c'est vrai qu'en entrant dans l'énéagramme, en le comprenant mieux, en comprenant votre histoire, vos sensibilités, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des zones dans lesquelles vous vous retrouvez plus. Il y a même ce qu'on va appeler un port d'attache. C'est un lieu, c'est un peu comme sur la planète. On peut les vivre partout, mais il y a quand même un endroit qui sont un peu nos racines. On va parler de profil de base, on va parler de profil secondaire, c'est la deuxième zone sur laquelle vous êtes le plus. Et puis, pour compléter sur le profil de base, on parlera des ailes. Vous allez voir, c'est des équilibres qu'il y a dans le profil de base et le profil secondaire. Et ensuite, on rentrera dans d'autres cartographies qui viendront compléter le modèle. Vous verrez par exemple que le 4 est relié au 2 et au 1, le 5 au 7 et au 2, et puis le 1 au 7 et le 2, voilà. Donc c'est ce dessin que vous verrez la plupart du temps quand vous aborderez l'énéagramme. Et on verra que ça révèle plusieurs types de cartographie qui vont nous inviter à nous découvrir. Alors, c'est vrai que plus on va avancer là-dedans, plus il va y avoir d'infos. Et ce qui est important, c'est pas seulement de saisir toute l'info, mais c'est un peu comme dans un, comment dire, on va rentrer dans des choses un peu complexes. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une porte d'entrée, qu'il y a une évolution. Il faut prendre les choses dans le bon ordre, en fait, pour pouvoir découvrir un petit peu tout ça. OK ? Alors, si on a 9 profils, une chose qui est importante à dire, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profil. OK ? Ça va en ligne, vous êtes tous là, faites-nous un petit coucou, un petit cœur, un petit machin. Donc, il n'y a pas de mauvais profil. Par contre, si on regardait l'énéagramme dans sa réalité, on verrait un cône. Pourquoi ? Parce que chacun de ces profils a des niveaux de développement. En l'occurrence, il y en a 9 qu'on va subdiviser en 3 grandes parties, que je vais vous décrire très simplement. Il y a le niveau sain, le niveau moyen et le niveau malsain. Le niveau sain, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous êtes dans une interaction au monde qui est harmonieuse. C'est-à-dire que quelle que soit la problématique que vous rencontrez, vous n'êtes plus dans une réalité de type « je fuis » ou « j'attaque », mais vous êtes dans une intégration de l'environnement. OK ? Voilà. Donc on va voir, ça c'est le niveau sain, et évidemment vous touchez à des moments ce niveau-là, quand vous êtes pleinement en contact de vous-même, en totale harmonie avec l'environnement. Et voilà. Donc ça, c'est une affaire de relation à l'environnement, de qualité de relation. Après, il y a le niveau moyen. C'est là où nous sommes tous la plupart du temps. Et c'est quoi ce niveau moyen ? C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'en arrière-plan, selon des lois qui sont d'abord assez étonnantes, eh bien vous vous retrouvez, en fonction de votre histoire, de vos blessures, de tout ça, vous allez vous retrouver en train de croire, mais c'est pas conscient au départ, que pour être aimé, vous devez vous tenir d'une certaine manière. Dit autrement, il y a des conditions pour vous sentir inconditionnellement aimé. OK ? Donc, quand on rentre dans un système de conscience de qui nous sommes, valeurs, visions, etc., mission de vie, c'est intéressant parce que plus on va fouiller, c'est ce qu'on fait en PNL, plus on fouille dans le monde intérieur, plus on va aller à la rencontre de deux choses, de nos croyances profondes. Et à partir de ces croyances, il y a deux choses qui vont ressortir, c'est les devoirs. Je me dois d'être comme ceci ou comme cela. Il y a des choses qu'on va... Alors, il y a des croyances qui vont être positives, qui vont nous agrandir, puis il y a des croyances qui vont nous limiter. OK ? Soit parce qu'on va rejeter certaines choses, soit parce qu'on va s'enfermer dans certaines choses, et on se rend pas trop compte de ça. Vous verrez que le 1, qu'on appellera le perfectionniste, j'y reviendrai tout à l'heure, lui aura une tendance, à un niveau moyen, à croire que pour être aimé, il faut qu'il soit parfait. Vous voyez ? Et donc, il va s'enfermer dans une espèce de devoir d'être parfait. Il va donc avoir une exigence envers lui-même. Et en termes de parents internes, et voilà, en athée, on appelle ça des directives parentales, et il va s'enfermer dans la croyance que pour être aimé, il faut qu'il soit parfait. Et donc, dès qu'il y a de l'enjeu, du coup, ça va le mettre en tension, etc. Le 2, vous avez la même mécanique, mais c'est en lien avec le lien, justement. Donc lui, pour se sentir aimé, il va falloir qu'il fasse plaisir, qu'il s'occupe des autres, qu'il prenne en compte les autres, etc. Vous voyez ? Le 3, vous allez voir, lui, il est plutôt porté par l'idée de gagner, de réussir. Et donc, il va se croire aimé sous réserve, évidemment, d'avoir des résultats, de réussir, etc. Donc ça va conditionner, encore une fois, sa manière de vivre. Le 4, qu'on appelle l'artiste, vous allez voir, chacun va y aller un peu de sa couleur, comme ça. OK ? Et en fait, ce qu'on découvre dans l'énéagramme, c'est comment on a tendance, sans même s'en rendre compte, à s'enfermer parfois dans des croyances et qui vont beaucoup influencer évidemment notre rapport au monde. Et puis après, vous avez le niveau malsain, c'est le niveau le plus bas, parce qu'il y a 9 niveaux, 3 niveaux pour le niveau sain, 2 niveaux pour le niveau moyen, 3 niveaux pour chacun des niveaux. Et au niveau le plus bas, on est tellement sous l'emprise de la peur, de la croyance, qu'on est dans un rapport au monde qui est essentiellement basé sur la fuite ou sur l'attaque. Voilà.
Donc, je vais devenir soit extrêmement critique avec moi-même, avec les autres, soit je vais me perdre complètement dans le désir des autres, soit je vais me tuer à vouloir réussir, perdre ma vie à vouloir la gagner, etc., etc. Vous voyez ? Donc, l'énéagramme est une cartographie qui va nous aider à mieux nous connaître et surtout à nous donner des repères en matière d'évolution, de croissance, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de l'environnement. Ça marche ? Voilà. Alors, pour faire le tour, moi, je vous propose déjà de vous donner les titres qu'on découvre. Alors, quand vous faites un séminaire, que ce soit en ligne ou en salle avec nous, en fait, on va passer par plusieurs strates. En gros, la première journée sur 3 jours, elle est là pour découvrir les quelques grandes cartographies qui sont là et à vous situer dedans. Enfin, vous allez d'abord les découvrir et puis à partir de... Alors, il y a beaucoup d'allers-retours, parce qu'il y a il y a des apports, puis il y a des exercices qui permettent de découvrir. Et au fond, la deuxième journée, vous allez vous positionner dans l'ensemble des cartes qu'on va découvrir. Et la troisième journée, vous allez travailler sur l'exploitation de ces cartes pour évoluer, à la fois sur le plan perso ou pro. C'est ça un peu l'enjeu. On le fait aussi en ligne, puisqu'on a les mêmes programmes en ligne. Voilà, on y va sur la description des profils. Alors, le A, vous connaissez le A, il s'appelle le perfectionniste. Donc, comme son nom l'indique, il est porté par le souci, la facilité, c'est un talent en même temps, et en même temps une contrainte s'il est trop là-dedans. Donc c'est un talent parce que il aime les choses organisées, structurées, etc. Et malheureusement, parfois, ça va devenir un devoir et non plus un désir. C'est ça la grande différence. Est-ce que je suis dans le désir de perfection ? Auquel cas, j'ai toujours envie de progresser, de faire de mieux en mieux, etc. parce que je suis porté par l'envie de progresser. Ou est-ce que je me dois d'être parfait aux yeux des autres ? Et auquel cas, il y a un enjeu émotionnel qui va se jouer, puisque du coup, je vais avoir le sentiment que je ne suis pas à la hauteur, etc. Vous voyez, c'est pas le même circuit qui se fait. Donc, si je suis dans le devoir d'être, malheureusement, je suis pas. Donc, je suis dans le devoir de faire pour être, finalement. Et si je suis dans la quête de perfection, c'est un plaisir que de grandir, d'évoluer, de prendre du feedback et de continuer à grandir. Par contre, si je suis dans la peur, donc on va aller tout de suite parler des peurs. Ouais, je vous fais le tour, puis après je rentrerai dans les peurs. Le deuxième, c'est les dents. On appelle les dents, du verbe aider. Et voilà, donc c'est la même thématique, mais liée au lien, à la relation, à l'amour. Donc, vous voyez, la loi, ici, on est dans une loi externe, là, on serait dans un lien externe, c'est un lien à l'autre. Voilà. Et parfois, le lien est surjoué, c'est-à-dire qu'encore une fois, je me perds dans le désir de l'autre, et du coup, j'ai du mal à prendre ma place. Vous voyez ? Donc, je vais avoir du mal à dire non, Ça va ? Les dents. Après, on a le troisième, alors que là, c'était la loi, le lien. Ensuite, on va passer à l'action, ici. Et le 3, lui, sa tendance, quand il est à un niveau moyen, c'est de vouloir réussir. On l'appelle le bâton ou le compétiteur. Moi, je vais vous donner les termes que vous verrez le plus souvent aujourd'hui, compétiteur. Effectivement, dans le temps, c'était bâton. Bon, on retrouve la même dimension, c'est-à-dire que j'ai envie de gagner, donc je me compare aux autres, j'ai envie de progresser. Alors là encore, si je suis dans le désir de réussir, c'est pas la même chose qu'être dans le devoir de réussir. Vous voyez, si par exemple, je travaille beaucoup, qu'à 18h, je décide de prendre du temps pour ma famille, si j'ai un niveau 3 et que ma valeur forte est de réussir, vous aurez compris que c'est compliqué de raccrocher à un client si... voilà, vous comprenez ? Donc, on va voir que ça va beaucoup jouer sur mon organisation, mon style de vie et tout ça. Bref, compétiteur, voilà, envie de réussir. Parfois, on verra le désir, parfois, on verra le devoir, etc. L'artiste, qu'on appelle l'artiste. Vous verrez aussi parfois le tragico-romantique, mais le plus fréquent, c'est l'artiste, qui, comme son nom l'indique, lui, alors, vous voyez, on avait la loi, le lien, l'action. Ici, on a la création. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une suite un peu logique. Il y a une structure qui est là. Ensuite, il y a l'écoute d'une prise en compte d'un besoin, la loi, le lien, on retrouve structure tout, l'action, et cette action, elle va prendre une forme qu'on va appeler la création. Et l'artiste, et là, justement, on va le voir, c'est un profil qui adore créer, c'est-à-dire qui adore, en fait, exprimer leur sensibilité, ou à construire à partir de leur sensibilité. Voilà. Et donc, pardon ? Ouais, ce qui va donc en faire souvent des personnalités un peu originales, etc., beaucoup de sensibilité, parce qu'elles sont très portées par le monde intérieur qu'elles cherchent à faire rayonner vers le monde extérieur. Après, on arrive au 5, qu'on appelle le penseur. Donc là, on va avoir la polarité opposée, d'ailleurs c'est de l'autre côté. Alors autant le 4 était dans un mouvement interne, on pourrait dire sensibilité, création, qui va vers le monde extérieur, autant le 5, lui, c'est dans le mouvement inverse, lui, il va chercher à comprendre, à analyser et à se remplir
à l'intérieur grâce à la connaissance. Oui. Donc on l'appelle le penseur parce qu'il adore comprendre, penser. Donc si lui était dans la création, lui il est dans la compréhension ou la conscience. Compréhension, conscience. Donc penseur, donc c'est des gens qui sont, vous allez voir, dans les grandes facultés d'analyse, d'observation, de compréhension, etc. Avec évidemment une sensibilité très forte autour de cette notion. Voilà. Et vous avez tout ça en vous, hein, vous avez tous les profils, parfois ils sont plus ou moins développés. Et c'est intéressant de voir que le 4 est à l'opposé du 5. Le 4 était plutôt dans un monde intérieur vers le monde extérieur. Le 5, lui, c'est l'inverse. Il va chercher à l'extérieur des choses pour se remplir à l'intérieur. Ça va? Je vais pas trop vite? Si? Ah, une question. Mais par exemple, quand on travaille sur soi, Oui. Est-ce que ça peut évoluer? Alors, est-ce que si on travaille sur soi, je nous pose cette question, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas on la remercie, est-ce que ça peut évoluer? Alors, oui. Alors en fait, la réalité, c'est que sur les grands profils, plus on va aller en profondeur, plus on s'aperçoit que moi, je suis structure 3, par exemple, je resterai un 3. Par contre, je vais évoluer dans mon rapport au monde. Donc, ce qui va évoluer, c'est plus, on pourrait dire, ma libération intérieure, à la fois par la reconnaissance qui je suis. Alors, dans mon profil de base, mais pas seulement, dans mon aile, dans les profils secondaires et dans toutes les l'énéagramme. Voilà. Donc oui, on va croître, on va grandir, on va avoir des voies de libération. Voilà. Mais le profil de base, l'essence, vous allez voir, vous la reconnaissez et en fait, elle a toujours été là. Mais encore une fois, on n'est pas qu'un profil. Voilà. Un profil de base, etc. Alors, je continue. 4 et 5, on a vu. Le 3 était plutôt l'action individuelle. Le 6 va être l'action collective. Comme par hasard, c'est en face. Et lui, on l'appelle le loyaliste. Loyaliste. Pourquoi, à votre avis? Loyal envers le groupe. Voilà. Donc, les loyalistes, c'est un peu des 1 et des 2, mais version groupe. Le 1, parce qu'il a la structure. On va voir que les loyalistes adorent mettre de l'organisation au service de quoi? Des personnes qui composent évidemment le groupe. Dit autrement, ça peut être la famille, ça peut être la société, si je me mobilise pour, je sais pas moi, le CE, ou pour des causes, les ressources humaines, les choses comme ça. Vous allez voir que ça, on est souvent des gens qui sont engagés. Donc les 6 sont des gens qui vont mettre de l'énergie de l'organisation pour la connexion au sein du groupe. Simplement, alors pas seulement pour qu'ils se connectent, mais surtout pour qu'ils construisent ensemble. Ce sont des gens d'action, mais d'action collective. Eux, passer la ligne d'arrivée tout seul, devant, comme un 3, c'est moins leur truc. Eux, ils veulent passer en équipe. Vous voyez, la notion de groupe et d'équipe est très importante. Et on va voir que par excès, parfois, ils se perdent dans l'identité du groupe, au lieu de préserver leur identité individuelle. Bref, il y aura un jeu parfois d'excès qui va les perdre là-dedans, et on va voir comment l'énéagramme va leur permettre de retrouver, évidemment, plus d'équilibre. Ok? Ça va pour les 6. Après, on arrive au 7e jour. On profite, on s'arrête, on profite. Hein, on l'appelle l'épicurien. Épicurien. Alors, si le 2 était beaucoup centré sur les désirs, les attentes de l'autre, le 7, lui, est plus centré sur les propres désirs. Il faut voir que le 7, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Hein, donc, lui, c'est très important. Alors, de profiter, d'être bien, de célébrer, etc. Donc, je vais parler de la loi, du lien, de l'action, de la création, la compréhension. Cette compréhension, on va mettre au service du groupe. Hein, c'est de l'action collective. Action collective, c'est très important pour le 6. Et ensuite, on va aller dans le fait de célébrer, de profiter, de célébrer. Célébrer, c'est très important pour un 7, la notion de fêter, célébrer, profiter d'eux, etc. Du côté épicurien. Mais c'est un plaisir des sens. L'épicurien. Il y en a d'autres qui sont le plaisir aussi, mais lui, c'est vraiment un plaisir d'éveil des sens, profiter de la vie, etc. Et on va voir que, en fonction de son niveau de développement, vous allez voir, il peut être dans besoin de surabondance ou d'abondance plus spirituelle. Bref, l'épicurien. Ensuite, après le 7, on a le 8. Le 8 qui est toujours dans une dynamique de loi. Le 8 et qu'on va appeler le leader. Leader, le chef, le boss, mais le plus souvent on verrait le leader, qui comme son nom l'indique, un leader, ça veut dire intégrer une loi en interne qui va permettre de faire grandir l'environnement. Soit je vais imposer cette loi, je serai donc un leader dominant, soit au contraire un leader plus inspirant, puisque je vais m'appliquer à moi-même une discipline qui va évidemment vous inspirer. Et c'est en ça que je vais devenir un leader incarné, enfin ou incarnant en tout cas une loi que vous aurez envie de prendre aussi. Donc ça, c'est de la loi interne. Ok?
Là, on était plutôt sur la loi externe. Voilà, donc ça donnera le 8. Et enfin, on finira avec le 9, qu'on appelle le médiateur. Comme son nom l'indique, va donc rassembler, unifier, prendre en compte les opposés et faire en sorte que ceci fonctionne. Donc lui, il sera plutôt dans une dimension d'unification, unité. Prendre en compte les différences et faire en sorte que celles-ci se rencontrent. Pourquoi? Parce que il a le souci. Alors c'est pas qu'il aime pas le conflit. En tout cas, s'il le fuit le conflit, on va voir que il va descendre dans une espèce de division interne, mais sur laquelle je reviendrai. Et s'il va vers le haut, au contraire, il va unifier, prendre en compte les différences pour faire en sorte que celle-ci se complète. Ça marche? Alors, maintenant, on va parler, pour rentrer un peu plus dans les profils, des peurs, des désirs, parce que c'est ça qui va nous éclairer sur la mécanique à la fois motivationnelle qui est derrière, les freins et tout ça. Oui? Excuse-moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Effectivement, quand on parle du 2, on a donc le lien, l'action, la création, la conscience, Ouais. l'action collective célébrée. Ouais. Et le 1 et le 8, on a loi interne et loi externe. Oui. C'est un petit peu plus mal à faire Alors, cohérence avec les verbes. ouais. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu arrives dans le 7, toi, si par exemple tu prends la Gestalt et qu'on rentre dans des cycles de satisfaction, la Gestalt va te dire, première chose que tu as besoin, c'est d'écouter la forme qui est là. Donc, dans une forme. Ensuite, d'écouter le besoin qui est derrière. Tu vois? Ensuite, le besoin, donc tu vas définir le besoin en termes de valeur ou d'objectif, voilà ce que tu veux. Ensuite, tu vas décider de l'énergie que tu es prêt à mettre là-dedans. D'accord? Donc, on va retrouver la notion. C'est bon? Toujours? Ensuite, une fois que tu as mis l'énergie, tu vas partir en créativité pour choisir un peu, quelles sont les options que tu pourrais prendre. Donc, tu vas partir en créativité. Ensuite, tu vas avoir une sélection. Tu vas prendre du recul et analyser parmi la créativité l'option qui, selon toi, est la meilleure. Il y a donc une analyse de la situation. Ensuite, tu vas la mettre en œuvre. Et la mettre en œuvre, c'est passer à l'action et prendre en compte l'environnement. Donc, il va y avoir un doux mélange entre une action, enfin un objectif, une action, une prise en compte de la réaction à laquelle tu vas t'adapter, tirer des apprentissages pour de nouveau agir. Donc, tu vois, on est dans une interaction collective parce qu'il y a une action, donc une forme d'organisation en lien avec l'environnement. Tu me suis toujours? Oui. Action collective. Je suis plus tout seul, je suis avec les autres. Jusqu'au moment où, progressant, tu vas apprendre à célébrer. À faire quoi? Donc, à te satisfaire des premiers petits pas et trouver de l'énergie. Et grâce à cette satisfaction et au plaisir que tu as de jouer, de gagner, d'avancer, de progresser, tu vas continuer à trouver de l'énergie. Et c'est pour retrouver ce même niveau de plaisir, voire pour l'amplifier, que tu vas intégrer un comportement intérieur. C'est-à-dire que tu vas comprendre, en fait, au fond, tu vas prendre confiance en ta capacité à faire. Donc, c'est ce qu'on va appeler le leadership. Tu vas intégrer par exemple, ton premier cohésion, tu vas être un peu hésitant, puis le deuxième, ça allait mieux, puis le troisième. Et plus tu vas prendre ton pied là-dedans, plus tu vas comprendre que dans ta manière de faire, dans la loi que tu intègres, tu vas prendre confiance et tu vas développer ce qu'on appelle ton leadership. Confiance dans ta capacité à savoir, en termes de loi interne, ce qui est bon. Tu me suis toujours? Oui. Voilà. Donc là, on sera allé dans l'action collective, là, dans le plaisir et la célébration, et là, dans la conscience de ta force et de ton pouvoir. Quand je parle de pouvoir, c'est capacité d'action. D'accord? Si tu adores faire des omelettes, tu vas voir, tu vas être meilleur et en faisant, tu vas prendre confiance en toi, en fait. En gros. Et pour continuer à grandir, tout leader que tu peux être, tu vas devoir te confronter à un environnement, soit d'autres leaders qui vont continuer à te faire grandir, soit de difficultés, parce que même si tu es numéro 1 mondial, ou ta société est numéro 1, c'est Kodak qui finit numéro 1 mondial, mais qui ne grandit pas avec l'environnement, parce qu'il pense que le numérique, c'est juste une... voilà. Donc du coup, comme l'environnement évolue, mais pas eux, du coup, ils disparaissent. Donc tout leader que nous sommes, la vie va nous aider à grandir encore. Et comment? En se confrontant à d'autres formes de leadership. C'est donc en s'ouvrant à l'extérieur et en m'unifiant avec les autres que je continue à grandir. Ça va dans la... Oui. Donc là, on est dans la prise en compte de sa force et de son pouvoir. OK? On va veiller à ce qu'il soit inspirant et pas dominant. Et puis enfin, pour continuer à grandir, tout leader que nous sommes, c'est d'accepter de continuer d'apprendre. Et qu'est-ce qui va nous faire grandir? C'est l'environnement. Tu vois? Donc c'est le côté 9. Donc c'est intéressant à intégrer l'énagramme dans cette dynamique, parce qu'on la retrouvera partout, cette dynamique. Cool? Donc en fait, c'est c'est l'environnement qui va nous faire grandir. Donc en fait, le 8, quand il va travailler avec tous les autres chiffres de l'énagramme,
quelque part, il va se confronter. Ton 8, c'est ta loi intérieure. Tu es d'accord? Comment tu l'acquiers? Tu l'acquiers par l'expérience. Ta confiance, alors tu peux te faire confiance émotionnellement, mais la véritable conscience, c'est quand tu vas te rendre compte que tu sais faire. Bon, toi, tu as du métier, je sais pas, en termes de management, donc tu as une certaine confiance dans ce domaine. Mais ça t'empêche pas de grandir. D'accord? Et pour grandir, il faut que tu fasses appel à d'autres formes de leadership qui vont venir enrichir ton propre leadership. Tu me suis? Alors, soit c'est des personnes que tu rencontres qui vont t'inspirer, avec lesquelles tu vas apprendre, soit c'est la vie qui va te faire rêver. Ben non, t'es pas encore en haut, tu vois, la montagne, elle continue de grandir, et c'est en te confrontant à la vie, donc aux contraintes de la vie, que tu continues à grandir. Tu me suis? C'est jamais fini, hein. Donc ce cycle est jamais fini, puisque plus tu vas grandir, plus tu vas intégrer une nouvelle forme, t'ouvrir à de nouveaux besoins, retrouver une nouvelle énergie, c'est jamais fini, hein. D'accord? Donc là, on est sur des grands principes d'évolution et de transformation qu'on retrouve dans l'énéagramme. Donc là, je viens de te le faire en mode voilà. Mais on va voir que derrière chacune de ces polarités, il y a, on pourrait dire, un profil que tu vas d'ailleurs retrouver en toi. Parce qu'il y a des moments où tu es dans ta perfection, en tout cas, ça vaudrait le coup de le développer si c'est pas toujours très développé. Il y a des moments où tu es en lien avec le monde. Il y a des moments où tu es mobilisé par l'action autour des projets. Il y a des moments où tu es dans ta créativité. Il y a des moments où tu réfléchis, tu raisonnes et tu apprends. Il y a des moments où tu interagis avec un environnement. En tout cas, tu le favorises. Il y a des moments où tu célèbres. Il y a des moments où tu reprends ton leadership parce que voilà, tu réincarnes ta propre loi. Et il y a des moments où tu grandis avec l'environnement. Donc toutes ces polarités, plus tu vas les accueillir, plus elles vont t'ouvrir au monde. Et de la même façon, dans toutes ces polarités, il peut y avoir des freins, des blessures, etc. Et si on descend dans ton identité, même s'il y a un profil de base, ton profil de base, il peut présenter des insécurités. Si tu es un profil, on va y rentrer dedans justement, on va parler des peurs et des désirs, donc tu vas voir, ça va donner encore plus de relief au profil. Prenons par exemple le 1, on va commencer par là, la peur du 1, lui qui est perfectionniste. Merci. Avec plaisir. Lui qui est perfectionniste, le 1, à votre avis, il a peur de quoi? D'être pris en faute. Au fond, d'être critiqué. Sa grande crainte. D'accord? Surtout s'il est dans l'insécurité, c'est sa crainte. Et son grand désir, c'est de tout améliorer. Ok? Un 1 peut arriver sur un parking un dimanche matin, comme je dis souvent, il n'y a personne, il gare sa voiture, comme il a un truc important à faire, il s'aperçoit en sortant de sa voiture qu'il y a une roue sur la ligne blanche, il va vous la remettre exactement au bon endroit, parce que si les choses sont bien posées, bien rangées, bien etc., alors il peut se sentir mieux. Donc la même personne qui revient évidemment du travail avec une journée bien chargée, pourquoi elle est chargée? Parce qu'il a du mal à la déléguer, hein, c'est mieux fait par lui-même. Donc le 1, s'il est en état de stress, il confond l'environnement et lui. C'est-à-dire que si l'environnement est pas nickel, pas bien rangé, c'est comme si lui était pas OK. Donc, et alors, si en plus il y a des amis qui viennent manger le soir à la maison, le stress est encore plus fort. Donc qu'est-ce qui va se passer? Soit la personne se dit « Ah là là, je suis pas à la hauteur, je mérite pas de réussir, enfin bon, alors c'est pas réussir, je suis pas assez parfaite, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. » Et ça peut se dire pendant des années, hein. La personne qui est mobilisée par ça, elle est surdiplômée, mais elle n'arrête pas d'apprendre, mais elle est toujours alimentée par la même insécurité intérieure, c'est « je ne suis pas digne d'être à la hauteur, donc je souffre d'un sentiment de dévalorisation, donc c'est pas l'action qui va, ça peut l'empêcher d'avancer, mais surtout elle a le sentiment de ne pas être pas assez à la hauteur, pas assez ceci. Voilà. Donc, elle souffre d'un syndrome d'imposteur. Voilà. Merci. Voilà. Donc, alors, le problème, en fait, il est dans ce qui se joue dans son rapport avec elle-même, mais dont elle n'a absolument pas conscience. Sauf si on l'a aidé à prendre conscience, et c'est l'objet évidemment de ce type de séminaire, c'est qu'elle va découvrir qu'elle est beaucoup dans le devoir de faire. Donc il y a un mélange entre le désir d'être parfaite et le devoir de l'être. Comment on va le faire? Comment on va savoir si elle est plutôt au niveau moyen ou haut? Quand elle est en haut, elle est dans le plaisir de réussir. Le plaisir d'être parfaite. Vous voyez, c'est la personne qui est... Bon, par exemple, si vous êtes pâtissier ou pâtissière, il vous faut une bonne dose de 1. Enfin, je veux dire, si vous êtes en bon niveau. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez mettre beaucoup de détails.
mais c'est le désir d'aller toujours plus vers la perfection qui vous amène. Ce qui fait que si vous êtes porté par le désir, s'il y a une petite erreur, ben vous êtes content qu'il y ait une petite erreur. Pourquoi? Parce que vous voyez une zone de croissance potentielle. Mais vous n'êtes pas en train de confondre la petite erreur et le fait que vous n'avez pas de valeur. Par contre, quelqu'un qui est dans le devoir d'être parfait, il se dit en sous-jacent, c'est inconscient, mais en fait, je suis pas à la hauteur. Donc je cherche à être à la hauteur, je vais faire le maximum, je vais être sous stress et tout ça. Et même si vous me dites c'est top, vous allez dire non, mais il y a toujours un détail qui va pas en fait. Vous voyez? Un vous demande, je sais pas, moi, vous l'avez refait toute sa salle de bain, lui il va aller voir derrière le truc que personne ne voit, il voit tout le truc qui va pas. Mais pourquoi? Parce qu'il est axé là-dessus. C'est un talent que de voir ce qui va pas en vue de l'améliorer. Mais s'il est beaucoup sous la contrainte émotionnelle, eh ben du coup ça va le bloquer. Oui, et ça peut aller loin, c'est-à-dire que il va s'interdire, c'est pas le premier qui va se mettre à danser, vous voyez, au milieu d'une pièce. Il a toujours peur de faire sa première vidéo, parce que s'il n'est pas parfait, il a l'impression que ça n'a pas de valeur. Donc lui, on va l'aimer, on va lui apprendre à aimer l'imperfection. Parce que si vous voulez vraiment entreprendre, réussir, bah faut adorer l'imperfection. Pourquoi à votre avis? Bah parce que si vous n'osez pas faire des erreurs, vous n'avez pas beaucoup avancé. Hein. Ok? Par contre, si vous tentez de faire le meilleur, et vous dites, tiens, c'est quoi le feedback qui m'a fait agrandir? Là, vous êtes vraiment porté par le désir d'avancer. Ok? Mais il faut une certaine sécurité pour ça. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire en libérant un. On va lui dire, tu sais, t'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Et c'est ok si on était prêt. Parce que quelqu'un qui est beaucoup là-dedans, vous savez, il a préparé un dîner pour 7 personnes, vous arrivez à 9, vous avez vu qu'est-ce qui se passe chez lui? Ben, c'est une grande souffrance intérieure. Parce qu'il se dit, oulala, c'est pas organisé pour, machin, il va se mettre dans un stress de dingue. Un qui part en voyage, si tout n'est pas organisé, le repas du soir, le machin, ça l'insécurise beaucoup. Alors, lui, il va avoir un vrai talent pour préparer le voyage, et c'est là qu'il faut le mettre d'ailleurs, la préparation du voyage, parce que lui, il va vous anticiper tous les trucs. C'est pour ça que ça fait d'excellents seconds, hein, les secrétaires de direction et tout ça. En profil 1, c'est top. Mais si elle se met une pression dingue, parce qu'elle a toujours l'impression que si elle n'a pas 3 chiffres après la virgule, c'est pas bon, bah, elle va en souffrir. Vous comprenez? Donc nous, on va lui apprendre à reconnaître ses talents, voilà, à mettre de la valeur dans le plaisir de progresser, mais de repérer ce qui va l'intoxiquer, c'est le devoir de réussir. Alors, le devoir, c'est pas complètement vrai, parce que mais le tout, c'est surtout que ça s'assoit d'abord sur un désir. Ok? Ce qui veut dire que le droit à l'erreur devient le leitmotiv. J'ai le droit à l'erreur, mais j'ai envie de progresser. Ça marche? Voilà. Le 2, c'est la même mécanique, sauf qu'elle est plus centrée sur le faire, mais plutôt sur l'échange, le lien. Donc le 2, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh ben, il a le sentiment à niveau moyen qu'il est aimé parce que il vous a dit oui, il vous a fait plaisir, etc. Donc, si vous poussez un peu, le 2, il se nourrit du plaisir des autres. Donc, il va passer beaucoup de temps à écouter alors ses enfants, son conjoint, et quand il fait des courses, pour qui il les fait? Pour l'environnement, bien sûr. Hein, et c'est pas un défaut de les faire pour l'environnement. Au contraire, c'est une qualité. Sauf que là où le bas blesse, c'est quand lui ne se prend plus en compte. Donc la possibilité de dire non n'apparaît plus. Prendre soin de lui-même, c'est juste culpabilisant. Donc ça ne fera jamais rien pour lui, parce qu'il vous dira, moi ce qui me fait plaisir, c'est faire plaisir aux autres. Donc on dit, c'est super. Mais est-ce que tu prends un peu soin de toi? Et tu as intérêt à le faire, parce que sinon, au bout de quelques années, tu vas voir, ça va finir par te coûter cher de ne pas prendre en compte tes propres besoins. Donc on va lui apprendre, ici, à sortir de la peur de quoi? Du rejet. Parce que c'est une vraie peur d'être rejeté. C'est bien pour éviter cette peur qu'il va être gentil avec tout le monde. Et on va lui apprendre à votre avis, le contraire? À aimer, mais commencer par aimer lui-même. Et s'aimant lui-même, d'apprendre à aimer le monde environnant. Voilà. Donc, il y a toute une mécanique là, sur laquelle on va le libérer. Voilà. Alors évidemment, que vous soyez 1, 2, 3, 4, 5 ou n'importe quel, vous avez une dimension 2, plus ou moins élevée. Voilà. Si vous avez grandi dans un environnement où maman sans arrêt répétait, ah c'est bien, tu as donné la plus grosse part à ton petit frère, ah tu as été gentil avec maman, tu n'as rien demandé, ah tu t'es bien tenu aujourd'hui, etc. Donc tout ça c'est des messages de suradaptation en fait. Et l'enfant, ce qu'il comprend, c'est que pour être aimé, il faut qu'il soit
orienté sur les autres. Voilà. Alors, c'est pas grave, mais ça fait vivre des thérapeutes plus tard. Voilà, vous avez une bonne dose de rébellion. Et puis, voilà. Après, on arrive au 3. Bah, c'est la même mécanique, mais cette fois-ci liée à l'action, à la réussite. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, est la peur la plus grande pour un 3? Alors, en fait, l'échec, oui, mais en partie vrai. En fait, l'échec, un 3 n'a jamais d'échec. Il vous transforme l'échec en réussite. Bon, j'ai raté, mais j'ai tiré des apprentissages. Non, ce qui est très embêtant derrière l'échec, s'il reste sur l'échec, c'est le sentiment, à vos yeux, d'être un raté, quelqu'un qui n'a pas de valeur. Vous voyez? Et plus il est sous la condition du fait de réussir, d'exister sous réserve qu'il ait des résultats, ben on va voir en fait qu'il confond complètement lui et les résultats en fait. Hein. En gros, si j'ai je deviens mes résultats ou je deviens mes échecs. Il y a confusion entre le mode fonctionnel et le mode identitaire. Donc, s'il est beaucoup là-dessus, vous aurez compris que réussir devient très important, avec le sous-tendu qu'il en réussit jamais assez. Alors ça, c'est à la fois un moteur, parce que du coup, il se dit, je peux toujours faire mieux. Et là, ça va être intéressant d'aller voir de nouveau, en arrière-plan, est-ce que c'est le plaisir de réussir qui t'anime, ou est-ce que c'est le devoir? Il peut avoir la même personne, ils font la même chose, mais l'un est dans le plaisir de réussir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il joue, vraiment, c'est un kiff pour lui. Donc, c'est le kiff qui va animer. Et quand je vous dis que le kiff, c'est-à-dire la joie intérieure, elle est la source de l'excellence, la plus grande, c'est pas un petit mot, c'est vraiment, ça libère, parce que c'est mon kiff qui me fait plaisir. Et du coup, si j'échoue, c'est pas très grave, j'en tire un enseignement et je vois comment je peux progresser. Je vais donc aller chercher des modèles pour essayer de m'inspirer, de grandir. Et cette accélération à l'envie de réussir est toujours la bonne. Elle est bonne, celle-là. Mais si jamais je suis fatigué, que je suis pas bien, je vais prendre en compte ce que je vis. Pourquoi? Parce que j'adore réussir, mais si je réussis pas, on m'aime quand même. Il n'y a pas d'enjeu. Vous voyez? Vous savez, cette phrase qui dit la pression de l'enjeu tue le jeu. J'ai eu la pression. Donc, on va dépressuriser. Dépressuriser, ça veut dire que, du coup, si tu réussis, c'est super. Si tu réussis pas, tu restes quelqu'un de super aussi. Donc, on va remettre de la valeur dans la personne, et pas seulement dans ses résultats. Et on va voir qu'en remontant la personne, on la dépressurise, lâche la pression, et du coup, c'est le plaisir de réussir qui va prendre l'enjeu, et pas le devoir de réussir. C'est dans le devoir de réussir, dès qu'il y a des éléments qui vont contribuer à sa réussite, il va y avoir une surexcitation, une polarisation vers la surexcitation. Ah ouais, super, les choses vont dans le bon sens, etc. Ouais. Mais dès que les choses vont aller dans le mauvais sens, le moindre coup de vent, le pli qui va pas, le machin qui va pas, ça va engendrer l'inverse. Du coup, il y aura beaucoup de compétition avec les autres, voilà, et on aura un excès de relations, non pas d'inspiration, mais de comparaison négative. Regarder les autres qui réussissent, c'est une bonne chose. Quand il s'agit d'aller chercher de l'inspiration, quand il s'agit de vous comparer en permanence, voilà, si vous êtes un singe, c'est vrai que vous êtes fait pour monter dans les arbres et ça sera facile, mais si vous êtes un poisson, vous n'êtes pas fait pour aller dans les arbres. Ok? Voilà. Donc la comparaison, c'est bien quand il s'agit d'aller chercher de l'inspiration, mais ça peut devenir très toxique quand il s'agit d'entraîner de la dévalorisation. Voilà. Donc la réussite, c'est chouette quand c'est dans du plaisir. Et pourquoi c'est dans le plaisir? Parce que ça vient taper dans vos valeurs ici, intrinsèques. Voilà, maintenant je peux continuer à réussir et c'est top. Voilà. Mais je vais pas me rendre malade pour ça. Je vais pas en train de me brûler ma santé et des choses comme ça. Pourquoi? Parce que je suis ouvert à ce qui se passe ici. Mais si je suis pas ouvert à ce qui se passe ici, je crois que ma réussite, mon bien-être sera dans l'illusion du résultat que j'aurai plus tard. Alors c'est sûr que si je rêve d'avoir une Porsche, je vais tout faire pour avoir ma Porsche, d'accord? Et en ça c'est positif de mettre de l'énergie. Mais si je suis malheureux à l'idée de pas l'avoir, et que je me dis, oula, je suis nul si je l'ai pas, quand je l'ai, je vais être heureux. Au moment où je vais l'avoir, je vais avoir une surcharge d'adrénaline, voilà. Mais très vite, mon rapport à la Porsche, il sera pas suffisant, parce que après, j'en veux 2, puis après, j'en veux 3. Mais je serai jamais heureux, en fait. Voilà. Alors qu'à l'inverse, je peux profiter de ma Porsche, j'en suis très heureux, et en même temps, être détaché. C'est ça qui est génial. Voilà. Parce que, voilà. Alors, évidemment que ce qui se passe pour moi se passe pour les autres. Si tu as une Porsche, évidemment, je vais t'admirer. Mais si je suis très fonctionnel, je ne vais t'admirer que parce que tu réussis. Sinon, tu m'intéresses pas. Ok? Alors que dans notre cas, je fais la différence. Je peux t'admirer parce que tu as une réussite incroyable et que tu m'inspires beaucoup, mais je mets pas
ta valeur sur la réussite, mais ta valeur sur ta personne, sur ton être, sur ton échange de qualité, etc. Ok? Voilà. Donc on peut réussir et être de qualité avec les gens. Voilà. Ça n'empêche pas après de sélectionner avec qui on va. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut aimer tout le monde en même temps. Vous pouvez aimer tout le monde, mais choisir vos relations en fonction de ce qui est important à vos yeux. Ok? C'est comme choisir un environnement, c'est comme choisir un métier, c'est comme choisir... L'entraîner vers l'apprentissage de l'échec. Lui? Ouais. Alors, l'apprentissage de l'échec, il sait faire. Un 3, naturellement, il transforme un échec en réussite. Par contre, tu vas être attentive au fait que il est vraiment dans le plaisir de réussir et pas dans le devoir de réussir. C'est-à-dire, tu vas être attentive au fait que s'il y a pas d'échec, c'est-à-dire s'il y a un échec, est-ce qu'il est heureux quand même? Par exemple, dans les mondes du sport de très haut niveau, tu as beaucoup de 3. D'accord? Parce que sans 3, tu ne deviens pas numéro 1 mondial. C'est juste impossible. Et moi, ce que je vais d'ailleurs faire, pour te montrer un peu, c'est qu'il y a un effet compétiteur très fort. Je dirais, bon, au fond, réussir pour toi ou gagner, ça représente quoi derrière? Et je vais aller chercher les valeurs qui sont derrière. Et pour dépressuriser la personne, je vais lui faire réfléchir sur les 20, 30, 40, 50 autres façons de nourrir ce système de valeurs. Comme ça, je sais qu'il n'y a pas un enjeu psychologique d'un droit à la vie, en fait, tu vois, ou à la mort. Donc, du coup, pour le remettre dans le plaisir du jeu. Voilà. Quand tu dis dans l'univers, ça veut dire que là, en fait, en même temps, tu fais un coaching ou c'est... Oui, je vais utiliser la PNL pour faire ça. Je vais intégrer la PNL dans la... Une fois qu'elle constate des profils, etc., et des ailes, est-ce que l'outil Enneagramme permet en lui-même de transformer les choses? Oui, parce que là, on est en train de faire le tour des profils pour les comprendre, mais après, il y a toute la dynamique d'accompagnement qui est derrière. Mais si tu as l'outil PNL avec, c'est vraiment génial, parce que d'un côté, tu as les cartographies, et de l'autre côté, tu as des process. Mais l'Enneagramme te dira plus tard que si tu veux intégrer, il faut que tu sortes de la compétition pour te mettre en collaboration. Voilà, enfin bon, il y a des trucs que tu vas voir après. Mais si tu as l'outil PNL avec, c'est encore mieux, parce que tu as la cartographie et tu as l'outil pour le faire. C'est pour ça que moi, j'intègre beaucoup la PNL et l'Enneagramme. C'est pour ça que j'en parle dans les séminaires. Parce que je pense que c'est hyper complémentaire. On continue avec le 4. Le 4, qu'on appelle l'artiste. Alors, je vous ai dit la motivation là, rater et réussir. Alors, on passe au 4. Le 4, la grande peur, vous vous souvenez, c'est un artiste, il a besoin d'exister à travers quoi? Voilà, donc la grande peur, c'est la banalité. Et effectivement, l'originalité, c'est très important pour lui. Et il va d'ailleurs l'exprimer, originalité. Alors, le 4, vous avez compris, c'est quelqu'un qui est très émotionnel, enfin, dans la sensation, d'accord? C'est une émotion qui est intérieure. Autant le 2 était une émotion à l'autre, lui, il est directement connecté, et parfois, il ne sait plus où il en est. Là. Donc, c'est probablement un des profils qui a le plus grande variante émotionnelle. Les jours, il va très très bien, puis 5 minutes après, il déprime. Enfin, bon. Ok? Alors, le 4, évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de l'aider à, évidemment, le reconnaître dans son besoin artistique, cette sensibilité, et on va voir qu'il va évoluer parce qu'il va mettre de la structure dans l'expression de sa sensibilité. Voilà, donc il y a des stratégies pour ça. Donc l'artiste, c'est ça. Ça marche? J'avance là parce que je vois que l'heure tourne. 7h30. Le penseur. Bon, en fait, tout ça pour vous expliquer que chacun des profils a des peurs et des désirs de base. Vous voyez? Il faut les comprendre. Le penseur, il est dans sa tête, donc grand désir comprendre le monde, la peur qui est derrière, à manquer d'informations, etc., etc. D'accord? Si vous prenez le 6, vous avez quelqu'un qui est évidemment très porté par quoi? Par le groupe, l'affiliation, le faire ensemble, l'agir ensemble, etc. Et pourquoi? Et sa grande peur, c'est d'être rejeté par le groupe. Vous voyez, avec ses risques d'être trop dans le groupe et pas assez avec lui-même. Vous comprenez? Si vous prenez le 7, qui est beaucoup dans le plaisir, lui, il a envie de profiter. S'il a un manque, il va rentrer dans ce qu'on va appeler de la gloutonnerie. J'en prends de plus en plus pour en consommer de moins en moins, etc. Et du coup, j'ai toujours une souffrance du manque à l'égard d'eux. À l'inverse, j'en prends de moins en moins, de meilleure qualité, j'en profite de plus en plus, et je bénis le monde pour toute cette richesse et cette abondance. Voilà. Après, vous avez le 8, qui lui soit un contrôlant,
Voilà. Parce qu'il est dans son insécurité, donc il cherche à contrôler le monde, ça va devenir jusqu'à un dictateur, hein, dicter ses lois. Et puis à l'inverse, au contraire, il va transformer effectivement ce que tu évoquais, le plaisir, l'amour du pouvoir en pouvoir de l'amour, c'est-à-dire il va s'ouvrir grâce à sa loi, à ses principes, à sa propre discipline. En fait, il va devenir inspirant, mais il vous enferme pas dans sa loi. Voilà. Du coup, il va s'ouvrir au monde et servir le monde, s'ouvrir à lui, au lieu de s'enfermer. Et puis on a le 9, le médiateur, qui lui a besoin d'harmonie. Alors soit il n'est pas bien avec le conflit, auquel cas il va se désinhiber, vous voyez, il va s'inhiber, pardon. On va dire qu'il va se narcotiser, il va se couper au fond de ses besoins. Il peut finir sous un pont en faisant un manche et en vous disant tout va bien. Et nous on va le rééveiller, le réveiller à ses sensations, à l'observation qu'il a de lui-même et des autres et du monde. Et puis à accepter le conflit comme source de croissance. Donc c'est en accueillant évidemment l'inconfort qui va grandir avec. Ça marche ? Ça va être un médiateur. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours des polarités qu'on va découvrir, et du coup c'est énormément de richesse, parce qu'on découvre des polarités qu'on a évidemment en nous, plus ou moins cachées, qui peuvent se révéler. Après, si on va un peu plus loin, vous avez là on rentre dans une autre cartographie, et ça va compléter ce que je te disais tout à l'heure, Rachel, par rapport au process de transformation. C'est que pour monter ou évoluer, quand on descend, on s'enferme, on se divise. Quand on monte, on intègre et on co-crée avec l'environnement. Et en fonction du niveau de développement, on va avoir une interaction au monde qui est différente dans ces principes. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les modalités qu'on va avoir, soit pour descendre, soit pour monter. Je prends un cadre, par exemple, vous voyez, il y a des flèches dans l'histoire de l'énéagramme. Et si vous montez les flèches à l'ancienne, elles sont toujours mises au même endroit. Aujourd'hui, on voit les énéagrammes développés dans toutes sortes de choses, mais sinon à l'origine, les flèches, elles vont toujours dans le sens de la désintégration. Ok ? Si vous inversez le mouvement, par contre, vous allez dans le sens de l'intégration. Donc on va voir que le 4 se désintègre en 2, puis en 8, puis en 5, en 7 et en 1. D'accord ? Voilà. D'ailleurs, si vous prenez n'importe quel des chiffres, vous divisez par 7, vous aurez un 0, virgule. À chaque fois, vous allez retrouver cette dynamique. Je recommence. Si vous prenez 6 que vous divisez par 7, ça va faire un 0, virgule. Puis vous allez avoir un 7, 1, 4, 2, 8, 5. Et à chaque fois, c'est pareil. Voilà. Donc, ça, c'est la zone de désintégration. Pour le triangle, ça fait comme ça. Voilà. Et si vous l'inversez, ça va dans le sens de l'intégration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Intégration, ça veut dire que c'est des modalités de comportement qui vont soit me diviser, m'enfermer, soit au contraire m'ouvrir. Donc, l'énéagramme vous donne des clés qui vous aident à repérer comment vous vous enfermez et comment vous vous libérez. C'est énorme. Je prends un exemple avec le 4. Le 4, c'est un créatif. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas devenir un 2. Il va faire ce que le 2 fait quand on est au moins bon de lui-même. Qu'est-ce que fait un 2 ? Il se perd dans l'environnement. Le 4, qui est normalement un créatif, quand il est mal, il est tellement mal qu'il va chercher à justifier par le monde extérieur des lois qui justifient sa souffrance intérieure. Donc il va vous tirer le tarot 4 fois par jour pour vous expliquer pourquoi il souffre. Voilà, c'est incroyable, il part dans une espèce de délire comme ça. Quand, à l'inverse, il va vers le 1, c'est pas qu'il va devenir un 1, bien qu'il va mettre en avant des comportements de type 1 et qui parfois font penser que c'est un 4. Et en fait, il va mettre de la structure dans l'expression, justement, de sa sensibilité. Il vous dira, si vous voulez me connaître, écoutez mes textes, écoutez mes chansons, et il va vous les travailler de plus en plus. Vous voyez ? C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il va satisfaire le plaisir de l'abondance qu'il va trouver derrière, comprendre, etc. Vous avez compris ? Si le 4 se désintègre en 2, alors le 2 se désintègre en 8. Un 2 qui est beaucoup porté par les autres, au bout d'un moment, il vous dira, après tout ce que j'ai fait pour toi, regarde, quand même, hein ? Et puis ça peut aller jusqu'à, si tu rentres pas à la maison, je me suicide, en gros. Oui. Donc lui, il va prendre le pouvoir par la victimisation. Ok ? Si vous prenez un 8, donc vous savez, chef, on va voir, il peut devenir dictateur, hein, je le dis à Alexis pour prendre un gros exemple, et s'enfermer dans sa tour d'ivoire pour justifier son acte, y compris de destruction. Mais lui, dans sa tête, il fait la meilleure chose qui soit pour l'humanité, même si vous détruisez la moitié de l'humanité. Et en fait, il va grandir en s'ouvrant au contraire à la sensibilité de l'autre. Donc ça deviendra un D'Artagnan, un Robin des Bois. Donc un leader qui va se mettre au service de la veuve et de l'orphelin et qui va dire Mère Teresa et compagnie. L'abbé Pierre, tout ça, tous ces gens-là, c'est 8.
Ok? Donc c'est intéressant de voir comment l'énéagramme décrypte, parce que vous voyez toutes les problématiques humaines en fait. Moi, ce que j'adore dans l'énéagramme, c'est que d'abord c'est un modèle si complexe que ça. Par contre, il y a beaucoup de finesse là-dedans. On retrouve des lois mathématiques qui structurent la psychologie. C'est le seul modèle que je connaisse qui vous traduise en maths les lois de la psychologie. Donc, et puis on retrouve tous les grands principes de croissance ou de décroissance. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les voies d'intégration et désintégration. Après, vous avez les voies d'harmonisation. Ça fait partie des développements que je fais plus tôt. Les voies d'harmonisation, c'est, vous voyez, comme on le voit ensemble, bon, moi j'ai une approche qui est très holistique, mais vous voyez, si on prend le cercle, ça renvoie bien à l'unité, à l'équilibre, au sens et à tout ça, à qui je suis dans ma plus grande profondeur. Et plus on va aller dans la profondeur, plus on va aller des fois découvrir de la lumière, mais aussi des zones, alors à la fois de lumière, mais des zones d'ombre aussi. D'ailleurs, l'énéagramme vous invite, c'est pour ça qu'on fait des flèches dans la zone de désintégration, à aller à la rencontre de la zone d'ombre, pas pour la fuir ou l'attaquer, mais pour l'aimer, enfin de la transformer. On a toujours besoin de l'ombre et de la lumière. Hein, c'est les deux voies qu'on aura utilisées. Une toute petite question. Si dans cet énéagramme, il y a comment dirais-je, donc, un profil qui vraiment donc, nous bloque, est-ce que ça vaut le coup quand même d'aller investiguer? Ah bah absolument. Alors, c'est pas que tu as un profil qui bloque. Alors, soit il bloque. Moi, tu veux dire, nous, la première chose qu'on va faire, il y a des questionnaires, enfin plein de façons de travailler là-dessus, c'est de repérer déjà ta zone un peu dite refuge, qu'on appellera ton port d'attache ou ton profil de base. D'accord? Donc, par exemple, imaginons que tu es, moi, 6, par exemple, voilà. Bah, c'est la première chose. Après, on ira voir ton profil secondaire. C'est pas celui qui est à côté, mais celui qui est de l'autre côté, par exemple. Toi, imaginons que tu es 9, c'est là où tu es la deuxième zone dans laquelle tu as beaucoup de points. Puis après, on ira voir tes profils de côté, qu'on appelle des ailes. Parce qu'un 6 qui penche vers le 5 ou qui penche vers le 3, c'est pas tout à fait le même profil. Donc, on verra ton niveau de développement, puis après, on fera la même chose pour ton profil secondaire. Je n'avais pas effectivement conscience du profil secondaire. Voilà. Mais il existe. Après, ce qu'on va aller voir, c'est tes voies d'intégration et de désintégration. Si t'es un 6, voilà, on va te faire réfléchir sur, tiens, qu'est-ce qui se passe quand tu es en dégâts d'insécurité? Et tu vas voir qu'un 6 en insécurité, il va perdre son identité au bénéfice de l'identité collective. Tu vois? Alors, au contraire, quand il va aller vers le meilleur de lui-même, il va s'ouvrir à la différence des autres pour les faire grandir ensemble. Bon, je vais un peu vite là-dessus, mais voilà. Donc ça va m'aider à comprendre, à te donner des pistes, à comprendre ce qui se joue et ce qui va te libérer, au contraire, t'enfermer. Après, tu me disais s'il y a un profil dans lequel tu m'as dit un profil. Pas un profil en fait où je veux vraiment pas aller, parce que c'est chier. Alors, c'est pas que je veux pas aller, c'est que j'aime pas ce profil. Oui, c'est ça. Voilà. En plus, c'est pas rationnel, quoi. Et je pense que derrière, je vais. Alors, d'abord, tu vas pas l'aimer parce que tu n'as qu'une partie du profil, mais chaque profil a autant de lumière que d'ombre. Il n'y a pas de bon et de mauvais profil, en fait. Par contre, si on se rend compte que tu vas pas l'aimer, c'est qu'il se joue quelque chose avec. Par exemple, je sais pas, moi, si tu n'aimes pas le 8, par exemple, tu vas pas aimer l'autorité. Tu vas dire, ah non, moi, je supporte pas les gens qui sont autoritaires. Mais un 8, c'est pas que autoritaire. Et c'est justement parce que tu aurais besoin d'intégrer de la force intérieure que tu es mal avec les 8, par exemple. Je te donne un exemple, hein, je te parle pas de toi, etc. Vous avez compris? Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Si je suis un peu trop directif, eh ben, je vais pas aimer les 8. Ou en tout cas, pas l'aimer de la même façon. Ok? Voilà. Donc, si on regarde dans les profils qu'on a sur la planète, c'est juste un régal de voir ça. Voilà. Parce qu'on va avoir des tendances. Mais ils sont pas qu'un profil. Tu prends un Trump, par exemple, tu le mets où? Ouais, un 8, mais avec un très gros facteur 3. Mais il a énormément de 8. Mais c'est un facteur 3 aussi, qui est très très fort. Voilà. Tu prends un, je sais pas moi. Le prendre pour lui, c'est secondaire. Pardon? Donc en fait, lui, il a une base 8. Il a une base 8 qu'il a développée, mais c'est d'abord un performeur. Il a passé sa vie à, voilà. Puis tu le vois, lui, il faut que ça brille, voilà. Et tu l'auras par sa zone de sensibilité. Voilà. Il a besoin de briller, il a besoin d'entourer, voilà. Mais il a évidemment beaucoup de profils 8, sinon il serait jamais là où il en est. Voilà. Tu prends par exemple Poutine, tu mets où? 8. Ah là, c'est un vrai 8. Tu vois, lui, briller, il n'a pas besoin. Mais par contre, il a aussi beaucoup de 5. Capacité d'analyse, d'observation qui est juste démoniaque. Ah oui, c'est un facteur 3. Voilà.
C'est un peu comme Mitterrand. Mitterrand, mais où? Pareil que Poutine. C'est un 8. Tu vois, c'est pas le mec qui parle beaucoup et tout, mais t'es un peu, quand il est là, tu sais qu'il est là. Quand il est plus là, tu sais qu'il est plus là. Ça, c'est les grosses références. Alors évidemment que si on prend des hommes d'État, ils ont évidemment de fait beaucoup de 8. Tu prends un Sarkozy, il a beaucoup de 8. Mais il a aussi énormément de 3. Donc, voilà. Chirac, alors lui, il avait un côté 6 assez développé, bon côté 8 aussi, mais voilà, lui, c'est la fête, il célèbre en permanence, il a beaucoup de 7 aussi. Mais, alors, évidemment, oui, il y a beaucoup de 7, pardon, pas beaucoup de 6, de 7. Après, vous avez des cultures françaises, par exemple, culture américaine, on est plus dans le 3, culture française plutôt dans le 6. Enfin, je veux dire, nous, on est les champions du social, tu vois. Et tant mieux. Ça. Super, merci. Et quand tu parles de loi mathématique de la psychologie. Alors, par exemple, regarde. Là, ça fait 9. Ouais. 1 fois 9, 9. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. 4 fois 9, 36. 5 fois 9, 45. 5, 64, 63, 72, 81. Ouais, c'est marrant. Bon. Si après, tu divises n'importe quel chiffre par... Il y a des lois mathématiques que tu vas retrouver dans l'énagramme. La suite de Fibonacci, tu vas la retrouver là-dedans. Tu connais le nombre d'or? Bien sûr, donc le nombre d'or. Oui. Le nombre d'or plus, non. Ah oui, absolument. Tu vas retrouver les lois de la musique, tu vas retrouver les lois des octaves, tu vas retrouver énormément de choses. C'est pour ça que l'énagramme, ça va bien au-delà de la psychologie. Moi, c'est ça que j'adore là-dedans. Il y a une dimension symbolique, il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension... Moi, j'ai vu quantité de modèles en 40 ans de carrière qui sont tous passionnants. Mais j'ai rien vu d'aussi passionnant et d'aussi riche que l'énagramme. Ah ben après, ça dépend du niveau de profondeur auquel tu vas, parce qu'il y a des approches qui sont très profondes. Mais par exemple, si tu prends, donnez-moi des modèles que vous connaissez bien. Oui, la ProcessCom, à l'origine, la ProcessCom, ça vient de Taibi Keller, qui sont les mini-scénarios qu'on va retrouver là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que, je sais pas comment tu le vois. Bon, la ProcessCom, c'est très très structuré, c'est très intéressant pour les boîtes, etc. Là, il y a une dimension symbolique et spirituelle qui est un peu différente. Voilà. Mais faut pas chercher à comparer, faut voir en quoi ça se complète. Ça? Les gens sont passionnants. Chaque fois que je parle de l'énagramme dans l'entreprise, ils adorent. Voilà. Moi, je dis toujours que l'énagramme, c'est super pour la connaissance de soi, des autres, pour améliorer la communication et tout. Mais le basique, c'est la PNL. Parce que les bases, que vous soyez avec un 1, un 2, un 3, un 4, c'est écouter, reformuler, créer du rapport. Enfin, il y a des grands principes de base qui s'acquièrent d'abord, quels que soient les profils. Après, évidemment, ça devient, plus vous allez approfondir, plus c'est de l'horloge suisse en termes de coaching, c'est juste génial. Hein? Oui, bien sûr. Il y a plein de strates. Alors, pour finir, oui. C'est très puissant. Coaching d'équipe, en management, en communication, en accompagnement individuel. Plus on va après dans les lois de la structure. Et c'est pas seulement par rapport à la psychologie de l'un et l'autre, c'est pour comprendre les lois de la croissance. Prenons une maman qui est complètement perdue, qui du coup déprime, boit de l'alcool, enfin bon, parce qu'elle n'a jamais existé pour elle-même, toujours existé pour les autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vouloir l'aider en lui disant mais pourquoi tu bois comme ça? Arrête de boire, occupe-toi de toi, machin. Parce qu'il y a la dernière chose à faire. Enfin, c'est pas la dernière chose, mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est d'écouter sur ce qu'elle vit. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? À partir de là, qu'est-ce que tu comprends de la structure à laquelle tu es ou vers laquelle tu dois aller? Et comment tu peux retrouver du plaisir? Prendre conscience de ça, retrouver ta force, ton pouvoir et la mettre réellement au service des autres. Voilà. Mais aider les autres en étant vide de l'intérieur, c'est pas bon. Sauf qu'on lui a jamais expliqué, donc. Vous avez compris? Donc, c'est de l'horloge suisse, en termes d'accompagnement, c'est vraiment top. Alors, on termine par des grandes configurations que vous allez voir dans l'énagramme. On va les retrouver en PNL. Quand je vous disais ce matin, dans toute évolution, transformation, il y a toujours 3 mondes qui se complètent. Il y a le monde de la pensée. Voilà. Et 7, 6 et 5, on va voir, on appelle ça aussi des sous-types, parce qu'ils sont rattachés, ceux-là, aux besoin de comprendre. Si vous leur demandez à eux de vous parler d'une situation, vous diront plutôt ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils ont analysé, et c'est les champions de la pensée, on va voir. Les 4, les 3 et les 2 vous diront plutôt ce qu'ils ont vécu. Eux, c'est plutôt le cadre émotionnel qui va compter, émotion. Vous voyez, le 2, il sera beaucoup dans l'émotion de l'autre. Le 4, il sera beaucoup dans son émotion intérieure, très intérieure, machin.
Le 3, il a besoin de feu et en même temps, il s'en coupe. Ouais. Il a besoin d'énergie, il a besoin de feu. Voilà. Le 7, il est dans une pensée stimulante. Il est très intéressé par tout ce qui est nouveau, ce qui brille. Voilà. Ah tiens, j'aime ce vin, j'aime ce truc. Il est très ouvert à la perception des sens. Le 5, il est plus dans une réflexion intérieure, une quête, comprendre, analyser. Là, ça veut dire un chercheur, un scientifique. Hein? Ouais, il adore observer, voilà. Comprendre, analyser le monde, philosophie, ça. Et le 6, il est coincé entre l'action et la valeur qui est derrière. Voilà. Je le fais, oui, mais alors est-ce que c'est bon pour ma communauté? Est-ce que c'est bon pour ma famille? Hein? Yes. Alors il peut avoir ça, mais parce qu'il a du 1 version groupe. Si maintenant... Bah oui, je te le dis. C'est l'action. Action. Donc le 8, c'est dans une action qui part de l'intérieur. Le 1, il observe le monde et la forme pour savoir dans quelle action il va aller. Le 9, il est un peu coincé là-dedans. J'y vais pas, j'y vais pas. Alors, ça va donner ce qu'on va appeler des sous-types. Vous avez entendu parler des sous-types? Alors, les sous-types, ça appartient à tous les profils. C'est ça qui fait après la diversité des choses. Les sous-types, c'est surtout une empreinte très forte qui est née dès les premières années chez le petit bout de chou. Alors, on a ce qu'on appelle des sous-types instinctifs qui, eux, sont très basés sur, on va dire, la sécurité. C'est une sécurité intérieure. Donc, quels que soient les profils, c'est des gens qui vont être très sensibles. On mange où à midi? Est-ce qu'on va avoir ce qu'il faut? Est-ce que tout est organisé? Vous voyez, la notion de survie est toujours très vite présente. Ils sont instinctifs. Et c'est vrai pour tous les profils. Non, c'est vrai pour tous les profils. C'est une tendance. Après, on a ce qu'on appelle ici les tête-à-tête. Les tête-à-tête, c'est des gens qui vont privilégier la relation. Alors, petit bout de chou, ici, il suffit qu'il s'est senti un peu en mode, alors, soit dans la survie, soit dans le plaisir de vivre, lié au fait qu'ils ont eu une satisfaction très forte à un moment donné, parce qu'ils ont retrouvé de quoi manger, ils ont retrouvé vous voyez, quelque chose qui les a mis en sécurité. Donc, le petit bout de chou qui a vécu ça très fortement, il a découvert, à la fois par le manque et par le fait d'être nourri, voilà, un sentiment de grande sécurité. Les 2, les 3, qu'est-ce qui a pu se passer? C'est que c'est la relation individuelle qui va compter. Vous voyez? C'est le tête-à-tête. Alors, soit avec l'autre, soit avec eux-mêmes, voilà, sur le niveau émotionnel. Alors, eux, ils vont privilégier une relation plutôt, vous voyez, les gros groupes et tout ça, c'est moins leur truc. Eux, c'est plutôt les tête-à-tête. Et très souvent, petit bout de chou, ils ont été, à un moment donné, dans le sentiment d'exister très fortement grâce à une relation. Ça peut être un parent, une maman, un papa, je sais pas qui. Mais tout à coup, ça les a énormément donné l'impression d'exister. Donc, toute leur vie, on va voir, il y a comme une empreinte très forte à la relation plutôt tête-à-tête. Voilà. Eux, c'est plutôt le monde social, la communauté, voilà. Donc eux, ils ont été à un moment rassurés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une famille, un père, une frère, une sœur, une espèce de lien très fort, mais qui est plutôt social. Donc eux, c'est le groupe qui va compter pour eux. On dit qu'ils sont plutôt sociaux, d'accord? Instinctif, tête à tête ou social. Social, ça veut dire que c'est le groupe, la communauté, etc. qui va jouer. À pas confondre avec le 6 non plus. Hein. Absolument. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est vrai pour tous les profils. Non. Non, pas tous. C'est une polarité. D'accord? Qu'on va retrouver dans tous les profils. Mais à la base, il y a des liens avec ça. Mais voilà, on est parti pour 3 heures là-dessus. Mais voilà, c'est intéressant de voir. C'est simplement parce que souvent, vous allez entendre parler des sous-types. Mais un sous-type, ça n'a rien à voir avec le profil. C'est un profil qui a un sous-type. Donc, on va dire que tu es un 8 avec un sous-type de type tête-à-tête ou c'est une sensibilité. Ouais. Voilà. Alors, parfois, c'est assez équilibré. Parfois, il y a des gros écarts. Donc, c'est vous dire qu'il y a beaucoup de cartographie. Voilà. Et puis, il y a une dernière chose. C'est ce qu'on va appeler les voies d'harmonisation. Oui? Alors, il y a plein de diagnostics possibles. Il y a plusieurs cartographies. Et plus tu vas approfondir, plus tu vas voir de l'infinie richesse de l'énéagramme, en termes de connaissance de soi ou des autres. Et des lois qui régissent le développement, quelles que soient les différences. Alors après, ici, vous avez ce qu'on appelle des voies d'harmonisation. Par exemple, le 1 et le 8 qui font 9 sont une dynamique de loi. Loi intérieure, loi extérieure.
Le 7 et 2 sont une dynamique de lien à l'autre. Voilà, 7 et 2 font toujours 9. 6 et 3, c'est une dynamique d'action orientée vers là-haut, c'est d'action, et là de transformation. Et vous retrouvez nos 5 symboles. On avait le cercle, qui est la base, et l'équilibre de l'ensemble. On va retrouver dans le 9, mais dans les harmonies. On va retrouver effectivement le triangle, qui est le focus, l'énergie individuelle, collective. Comme par hasard, ça arrive en 2. Ensuite, vous avez le pilier d'énéagramme ici, qui est représenté par sa structure. C'est le cadre, sonné, dans nos 5 symboles. Le cadre, interne, externe. Voilà, qui permet, c'est en lien avec le 4 et le 5 parce que c'est en lien à la fois avec la sensibilité et la conscience quand on a des choses. Après le cadre, on a la croix qui renvoie au lien. Je vais en bleu d'ailleurs. Au lien, à l'amour, la croix, hein, qui symboliquement renvoie au point de rencontre, au point de connexion, au croisement, à la bénédiction, au plus, au moins, etc. Au lien entre la vie et la mort, la verticalité, enfin bref, c'est le point de rencontre, point de connexion qu'on avait avec notre alliance. Et le dernier, la spirale qui monte, ben, on sait que ces 2 points se rencontrent jamais, c'est pour ça qu'il y a un infini ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique permanente de croissance et de l'infini entre le 4 qui est... donc là, on a l'évolution, je vais faire en rose. Regardez nos couleurs. Évolution et transformation. Le 4, bah, c'est votre créativité intérieure, elle n'aura jamais de bout. Hein. Plus vous travaillez sur votre créativité, plus elle va monter. Votre conscience n'aura jamais de bout aussi, plus elle va grandir. Et l'équilibre entre votre conscience et votre créativité, votre sensibilité, ça va vous faire évoluer infiniment vers l'ajustement de vos comportements à l'égard de l'environnement. Voilà. Donc, par exemple, quand je disais ce matin, pour évoluer, il faut changer au niveau mental, émotionnel et comportemental. Que ce soit votre rapport à l'argent, par exemple, il faut avoir une conscience différente de vous, de l'argent, etc. Une relation émotionnelle qui va être différente, et puis bien sûr des stratégies différentes. Mais tout commence par le cœur et la tête, ou la tête et le cœur. Conscience et sensibilité entraînent des changements de comportement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est intéressant, parce que ça montre des cartographies. Puis après, une dernière, je vous fais pour la route, ce qu'on appelle des voies de réalisation directe. Alors ça, c'est fascinant, mais bon, faut rentrer un peu plus dans l'énéagramme. Mais sachez que, à l'opposé, par exemple, prenez un 6, vous voyez, il a le 1 et le 2 qui est en face. C'est très intéressant parce que le 6, qui est beaucoup mobilisé par le groupe, on va voir qu'il va chercher à mettre de la structure au service des personnes. Donc c'est un peu comme des phares dans la nuit qui lui indiquent qu'il est sur la bonne direction. Prenez un 3, par exemple. En face, il a le 8 et le 7. Et sa grande ambition, le 3, c'est de se faire plaisir, de jouir, et en même temps de créer un empire. C'est sa grande ambition. Voilà. Et etc. Vous pouvez faire comme ça le tour de l'énéagramme. Le 9, par exemple, hein, qui est un peu endormi, sa grande ambition, c'est de s'éveiller à sa sensibilité et à la conscience. Voilà. C'est pour ça qu'on va en faire un méditant éveillé. Voilà. Donc, ça nous donne des voies de réalisation directe qui, du coup, nous indiquent, en fonction de où on en est, les pistes à suivre, les éclairages à suivre. Enfin bref, c'est d'une richesse inouïe. C'est ce que vous découvrirez sur 3 jours de formation. Alors, si vous le faites en ligne, c'est très intéressant. D'abord, c'est là où c'est le moins cher. Vous avez des vidéos de 30 minutes à chaque fois. Vous découvrez un concept et je vous fais travailler avec. À partir de la 8e vidéo, vous allez tomber sur des questionnaires pour vous permettre de faire une analyse de vous-même, des autres et du monde. Donc, vous allez pouvoir exploiter jusqu'à 130 affirmations sur lesquelles vous allez mettre une notation, ce qui va vous permettre de faire relever, en fait, où est-ce que vous êtes le plus. Voilà. C'est intéressant de le faire avec une certaine connaissance de l'énéagramme, parce que du coup, vous serez plus juste sur vos réponses. Et puis après, ça va évoluer. Il y a une quinzaine de vidéos, je crois. Et ensuite, on a des webinaires qui ont été enregistrés, avec notamment Léa, qui intervient aussi sur toute l'intelligence émotionnelle. Et puis moi, évidemment, toutes les semaines. Parce qu'en fait, c'est un programme d'accompagnement en ligne qui a été complètement et intégralement enregistré. Vous avez, comment elle s'appelle Cécile Flora, qui intervient, qui est une super passionnée. C'est-à-dire, vous pouvez la suivre, hein, Cécile Flora, sur les réseaux. Flora. Énéagramme, elle est très drôle, elle est très sympa, elle vous fait des super séminaires. Si un jour elle me voit, je lui fais un petit coucou, je l'adore. Voilà, elle attend un petit bout de chou qui devrait être né ou qui est en train de naître, j'en sais rien, je sais plus où elle en est. Mais c'est imminent. Et voilà, elle fait beaucoup de séminaires là-dessus. C'est une passion pour elle depuis qu'elle a 14 ans. Alors 35, 36 ans, je sais plus, etc., etc.
Bref, super programme. Et juste un petit truc, c'est que dans la formation de Cécile Flora, j'ai appris que, parce que tu as les sous-types, Ouais, et les sous-types, ça fait 27 profils, et ça correspond aux 27 positions de la Lune. absolument. Donc là aussi, plus vous approfondissez l'énéagramme, plus vous allez faire des liens avec plein d'autres approches, que ce soit la numérologie, l'astrologie, dont tu viens de parler, la Lune, les étoiles, des machins. Enfin, il y a une organisation universelle. On retrouve le triangle d'or, on retrouve le triangle, suite de Fibonacci, là, vous savez. On retrouve les lois de la musique. Enfin, c'est fascinant. Hein? La numérologie, etc. Oui, les octaves, tout ça. Très intéressant. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur l'énéagramme. Là, faut y aller à l'intuition. Bref, c'est un voyage sans fin. Chaque année, nous l'été, les gens reviennent. Donc il y a ceux qui le font pour la première fois, mais il y a beaucoup de gens qui reviennent chaque été. Parce qu'on n'en finit pas d'approfondir en fonction de là où on vit. Puis je vous dis pas en termes de connexion. Puis en plus, comme on est en montagne, on se promène dans un super endroit. On passe 3 jours vraiment top. Donc on fait ça tous les ans, à Pralo, et on fait juste avant le Maître Pratt. Parce que très souvent, les gens ont été sensibilisés au cours du BAS, du TEC, du Pratt. Et comme c'est un module qui est très fortement axé sur l'identité extrêmement profonde, c'est une dimension assez spirituelle, on va dire. Bah voilà, s'ils font en plus l'énéagramme avant, ça leur donne des billes supplémentaires pour donner du relief à la découverte d'eux-mêmes et des autres. Merci. Merci Paul. Merci. À demain, si vous le voulez bien.